prochains jours, eh bien, il y a une exposition qui s'appelle Antoine Dumas en parallèle qui est présentée à la maison Amel Bruno. Très heureux de pouvoir en parler d'abord avec le commissaire de l'exposition, Cyril Gauvin-Francoeur, qui est en studio. Bonjour, M. Francoeur, comment ça va ce matin? Bonjour, ça va très bien. Très heureux d'être en votre compagnie, tout comme avec Caroline Dumas, qui est l'une des filles de l'artiste. Bonjour, Mme Dumas, comment ça va? Bonjour, très bien, merci. Je suis vraiment content de vous avoir tous deux en studio pour parler de l'œuvre d'Antoine Dumas. Moi, personnellement, n'étant pas un grand connaisseur d'art, c'est en allant sur Google Images que j'ai fait « Ah, ben oui, c'est quelque chose qui me dit évidemment quelque chose. » Mais s'il y a des gens, M. Francoeur, qui connaissent peut-être un peu moins son œuvre, comment est-ce qu'on résumerait un peu ce qu'a fait Antoine Dumas? Ben écoutez, vous avez parlé des belles couleurs de l'automne. On a aussi de belles couleurs à l'exposition. C'était un peintre qui aimait beaucoup la couleur. Ouais. C'est un peintre qui a été influencé par le pop art des années 60-70. C'est un peintre qui aimait beaucoup Québec. Ça apparaît dans ses peintures. Absolument. Il y a beaucoup de thématiques qui tournent autour de la ville. Ouais. Puis c'est un peintre aussi qui avait beaucoup d'humour, un pinceau parfois éditorial, je dirais. Mm-hmm. Puis la maison Amel Bruno, quand elle a accepté d'accueillir l'exposition, parce que cette année, ça marque le 5e anniversaire du décès d'Antoine Dumas. Puis, mais c'était très cohérent d'aller là, parce que c'est un endroit aussi culturel qu'il avait beaucoup aimé. Puis la maison... effectivement, est un écrin là, fantastique. Ils viennent de rénover, d'ailleurs. Il y a de nouvelles cimaises, l'accès aux fenêtres, donc à de la belle lumière du jour. Pour nous, c'était comme un cadeau. Puis les œuvres vivent tellement bien dans ces espaces-là. On ne pouvait pas demander mieux. On est très satisfait. Puis les gens aussi, on se promène anonymement à travers les salles parfois. Puis les gens réagissent exactement comme on le souhaitait, parce qu'on a essayé de donner un peu pour les gens un peu comme vous qui connaîtriez pas exactement le peintre, ben on a c'est très accessible. On commence par le présenter à travers ses études en Californie. Auparavant, il y avait eu des études bien classiques à Québec, ouais, à l'École des Beaux-Arts, mais par la suite, lui, il était appelé par la nouveauté, par le changement. Puis au lieu d'aller en parallèle, en fait, nous, on a appelé ça comme ça parce qu'il y a eu comme deux carrières parallèles. Il y a une carrière en design, puis en graphisme, puis une carrière en peinture plus traditionnelle, là, les arts visuels plus muséaux, je vous dirais. Mais c'est fascinant parce qu'en lisant effectivement sa bio, on parle de graphisme, mais dans les années 70, là, c'était pas ordinateur, intelligence artificielle. J'ai vu qu'il a travaillé pour un publicitaire dans le coin, etc. Donc là, c'était carrément une autre forme d'art. Vous avez des souvenirs de cette époque? Oui, absolument. C'est sûr que quand on a fait le voyage à San Francisco, quand il est revenu, toutes les inspirations qu'il a vues, qu'il a vécues là-bas, il les a ramenées avec lui. Puis je pense qu'il a donné un petit coup de barre à la façon d'aborder le design, le graphisme, pour pouvoir être plus actuel, tant dans la forme que dans la couleur, que dans le style aussi. Alors ça, je pense que ça l'a influencé. Puis comme il enseignait à l'Université Laval, ce qu'on n'a pas dit aussi, il a fait quand même toute sa carrière de professeur en communication graphique. Je pense qu'il a influencé aussi plusieurs étudiants, plusieurs cohortes et qui ont pu bénéficier justement de ces nouvelles tendances. Ben oui, des voyages qui sont toujours très inspirants pour les artistes. Caroline Dumas, justement, si on parle de votre père, quel souvenir vous semble assez significatif pour qu'on comprenne bien l'homme, justement, derrière l'artiste, mettant, avant d'aller voir l'exposition, un petit caractère plus humain qu'on va faire, OK, maintenant je comprends peut-être un peu mieux son œuvre. Je pense que c'est une des expositions les plus intimistes qu'on a eues parce qu'il était quand même un homme qui était très discret, très réservé. C'est la première fois qu'on donne accès au public à son atelier. On a recréé son atelier. On a aussi accès à des esquisses. Et ça nous permet de voir qu'il était un artiste très, très soucieux du produit final. Je pense qu'il était un perfectionniste. Alors, et ça paraît bien dans l'exposition. On voit l'intérêt, le temps qu'il porte aussi à s'assurer que les compositions sont toujours à son goût
On voit qu'il était vraiment minutieux. Minutieux, donc ça paraît dans cette exposition-là. Monsieur Francoeur, il y a énormément de tableaux, justement, de cette œuvre-là, de ce grand artiste. Est-ce que vous les avez choisis une à une? Est-ce que ça venait déjà tout près? Ça a été quoi, ce cube Rubik-là? Là? Mais en fait, avec la collaboration de la succession, ça simplifie beaucoup les choses. Hein, quand on a eux-mêmes nous ouvrent les portes de tout, mais non seulement ça, mais eux-mêmes font des découvertes, parce que M. Dumas, quand même, comme je pense beaucoup de gens pourraient dire ça de leur famille, de leurs parents, à un moment donné, les choses s'endorment un petit peu, puis il y a des boîtes, des cartons qu'on n'ouvre plus, puis là, ça a permis de retrouver beaucoup de choses. Puis, je vous dirais qu'il y a les œuvres sont magnifiques, sont bien mises en valeur, mais il y a des petits bijoux aussi qu'on a exposés. C'est les petits carnets, des carnets de petits dessins, d'ébauches, d'esquisses qu'Antoine Dumas faisait. Aujourd'hui, on voit des gens prendre des selfies, prendre des photos tout le temps avec leur téléphone. Ce que j'ai compris d'après ses filles, c'est qu'Antoine Dumas, là, c'était son carnet. Il sortait partout dès qu'il attendait une minute dans une file d'attente, dès qu'il était dans un lieu que la lumière lui semblait belle. Il sortait le carnet, il griffonnait, puis parfois, il allait plus loin. Il décidait, là, c'était un peu intermédiaire avant une œuvre, il décidait d'aller plus loin avec l'esquisse. Il ajoutait de la couleur. Alors, on en a mis 3 exemplaires, puis c'est magnifique. C'est comme des petits bijoux, des petits livres d'heures. C'est vraiment quelque chose à découvrir. Évidemment, il y a les œuvres. Caroline parlait des esquisses. Les gens font exactement ce qu'on voulait qu'ils fassent à l'atelier. Dans l'atelier, ils voient les esquisses. Là, ils s'en vont dans l'exposition. Puis là, tout à coup, ils voient les œuvres finies. Alors, évidemment, il y a un va-et-vient. J'entends les gens qui disent « On va retourner là-bas. Là. Je voudrais revoir l'esquisse de ça. » Puis c'est ça, le dialogue. C'est un dialogue qu'on voulait. On voulait que ça soit vivant, l'exposition. Puis les salles sont sur des thèmes. Alors, on commence donc Californie, toute l'effervescence de la côte ouest. Puis on a des objets. On a la plaque d'immatriculation de son automobile en Californie. L'autre, il se l'est fait voler parce qu'il l'avait gardé sur son auto à Québec. À un moment donné, elle est disparue. Mais vu que l'autre était dans la maison, bien conservé, on l'a. Bon, il y a ça. Puis ensuite, l'atelier, comme disait Caroline. Puis des thématiques, parce que la Ville de Québec, c'est un amoureux de la Ville de Québec. Il est né dans le Vieux-Québec. Puis il y a des œuvres extraordinaires de la ville au cours des saisons. Cité festive en est une que j'aime beaucoup. Une œuvre où c'est très, 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 très Québec, là, justement. On trouve beaucoup ça. Puis ensuite, il y a une salle qui s'appelle... il y a évidemment... On fait un clin d'œil à son travail graphique. Puis il y a aussi une salle qui s'appelle Pinceau éditorial, parce qu'au fond, dans sa famille, il y avait beaucoup de gens de plume, beaucoup de gens aussi qui étaient près du milieu journalistique puis des communications. Lui, il avait choisi les arts visuels, il avait choisi au lieu des mots, c'était les œuvres. Puis ces œuvres, il y en a plusieurs qui sont des commentaires sociaux, qui sont des clins d'œil. Et puis maintenant, quand on regarde ça avec le recul, on voit la plupart sont encore tellement d'actualité. Je dirais presque malheureusement, parce qu'il y a des problèmes qu'on aimerait qu'ils soient réglés, mais il y a ça. Puis on finit avec une salle plus intimiste. Caroline disait que c'était un monsieur qui était discret, effectivement, mais malgré tout, on a voulu montrer un peu, il y a une nature morte de sa table de petit déjeuner, on voit des camps de pêche. C'était pas un pêcheur ni un chasseur, mais il allait justement croquer, il allait faire des croquis. Il y a des... Bref, je pense que ça brosse un tableau assez complet puis assez large. Évidemment, il n'y a pas toutes les œuvres, mais vous vous demandiez comment on les avait sélectionnées. Bien, on s'est donné un peu, justement, comme des thèmes. Puis on a dit, qu'est-ce qui rentre dans ça? Qu'est-ce qu'on a? Évidemment, il y a des œuvres qui sont des prêts. Alors, je pense que les gens qui vont venir vont découvrir des choses. Il y a quelques œuvres très connues, mais aussi beaucoup d'œuvres qu'on a choisies spécifiquement pour qu'elles répondent aux thématiques des salles. Puis finalement, c'est enchanteur, vraiment. Là, la Maison Amel Bruno aussi, c'est un très beau lieu. On peut aller marcher autour sur le chemin Saint-Louis. Donc, vraiment, là, c'est comme un beau petit moment magique là, quand on le découvre. L'invitation est donc lancée, présentée à la Maison Amel Bruno, l'exposition Antoine Dumas en parallèle. Caroline Dumas, fille de l'artiste, je suis curieux de savoir comment votre père, il en parlait de son art à la maison. Est-ce que c'était comme on n'en parle pas trop, je suis professeur, est-ce qu'il en parlait tout le temps puis c'était partout? Tu sais, c'était quoi la proportion que ça prenait dans votre foyer? Je pense qu'il prenait ça très au sérieux. Moi, je dirais que c'était pas juste un passe-temps. Là. On voit que autant dans la réflexion que dans l'exécution aussi. Alors comme nous, on avait rarement accès à l'atelier
pendant que, comme s'il n'était pas dans l'atelier, nous autres, on n'y allait pas, parce que autant ses outils s'il y avait une peinture sur le chevalet à ce moment-là, il ne fallait pas toucher à rien. Alors, je pense que très tôt, on a compris que lui-même avait beaucoup de respect pour la démarche, puis nous aussi, par le fait même, on l'a eu. Alors, mais c'était pas du tout le genre ni à se vanter, ni à avoir l'impression. Je pense qu'il était toujours dans la recherche, dans la réflexion. Je pense que essayait toujours de s'améliorer. Chaque toile, on le voit là, il y a une réflexion. On ne voulait pas répéter, faire tout le temps la même chose. Alors ça, ce sont toutes des choses que je me rends compte que ça lui donnait beaucoup d'ouvrages, beaucoup de... il était obligé de... Ça fait de la pression peut-être aussi? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis comme disait Cyril, le fait de mener différentes carrières en parallèle, parce que pendant ce temps-là, il se faisait demander encore pour faire des couvertures de livres, pour faire des signatures, des logos d'entreprises, oui, des timbres. C'est vrai, j'ai lu ça. Absolument. Alors, tout ça, là, fallait que c'était comme un beau jeu d'équilibre pour réussir à tout faire, répondre aussi à ses plans de cours, s'assurer que ses sessions se passaient bien. Alors, une famille aussi au travers de ça. Exactement. On s'est dit qu'il était jongleur. Effectivement, mais c'est tant mieux parce qu'il y avait beaucoup de talent, prenait ça au sérieux, avait ça à cœur et acceptait quand les gens l'approchaient pour lui proposer des choses. Donc, j'imagine que c'était toujours fait avec cœur, avec bonne intention, bien sûr, même si ça pouvait devenir beaucoup, j'imagine. C'est le prix du talent, des fois. Oui, effectivement. Donc, puis il était très, très populaire. Une exposition au Musée national des beaux-arts, entre autres, beaucoup de succès en galerie. Puis une chose qu'il faut peut-être souligner, qu'en parallèle aussi pour nous, c'était qu'il était en parallèle de grands courants d'art contemporain à l'époque où il y avait beaucoup, l'art conceptuel, l'art abstrait. Alors lui, il restait quand même dans la figuration. Pour lui, c'était important parce que c'était sa façon de bien structurer son message. Mais à l'époque, ça faisait des tiraillements parce qu'il y avait des chapelles intellectuelles en art qui étaient très rigides. Puis aujourd'hui, ce qu'on a constaté, puis c'est mon intime conviction, c'est que son art, maintenant, on le lit sans tous ces petits, ces arrière-pensées-là de l'époque, puis il est super actuel parce qu'on est dans le décloisonnement, on est justement dans des multiples carrières. Les gens font pas comme il y a 50, 60 ans et plus, où les gens se cantonnaient dans des une job pour la vie. Une ornière, on est là-dedans, puis on n'en sort pas, alors que lui était un homme qui était... Sa vision était bien trop large pour rester dans aborder l'art avec un seul angle. Alors ça, je pense que c'est une autre raison d'aller découvrir l'exposition, c'est la modernité d'Antoine Dumas, la fraîcheur de son œuvre. Et s'il y a une autre bonne raison d'y aller, c'est que c'est gratuit en plus. En plus, ça accessible. Très facilement accessible, c'est accès universel. Accès universel, gratuit. Gratuit, puis ça dure comme ça jusqu'à la mi-décembre. Alors, peut-être que les gens pourraient y aller avec les belles couleurs de l'automne, puis ils reviendront quand tout sera blanc autour. Nous, on a hâte de voir comment ça va faire vivre toutes les œuvres, la blancheur, parce que j'y reviens, les fenêtres dans la maison Amel Bruno qu'on a tous redécouverts, ben ça c'est un plus, là, ça donne aux œuvres aussi, c'est comme... Parfois, dans les musées, les œuvres sont un peu désincarnées, parce qu'elles sont tellement extraites d'un milieu naturel de vie, parce que souvent, elles ont été faites pour une église, pour le salon de quelqu'un. Mais là, on est vraiment dans un univers d'intimité. Les œuvres sont plus comme elles vivent dans leur vraie vie, chez des gens, dans leur pièce à vivre. Donc ça, c'est une belle correspondance entre l'art vivant, puis pour les spectateurs, aussi pour les regardeurs des œuvres, ben écoute, c'est la bonne dynamique là, pour les découvrir. Donc, on invite tout le monde à aller voir l'exposition Antoine Dumas en parallèle, présentée à la maison Amel Bruno. Donc, c'est gratuit. Ça a été un immense plaisir de vous avoir en studio. D'abord, Caroline Dumas, fille d'Antoine Dumas. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est gentil. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Journée. Merci. Cyril Gauvin-Francoeur, qui est commissaire de l'exposition. Merci beaucoup pour tout ça. Je vous souhaite beaucoup de succès et du plaisir avec cette exposition-là. Merci, on vous y attend. Avec plaisir. Bonne journée. Au revoir. On est rendu à 8h28. Vous écoutez Québec Réveil sur les ondes de CKIA, la radio urbaine de Québec. Au retour, chronique littéraire avec nos amis de la librairie Pantoute. Il sera question, entre autres, de manga. Restez là.